Le monde entier célèbre la 30e édition de la Journée de la population, un programme des Nations Unies pour le développement. Bonsoir à tous, vous êtes les bienvenus dans cette émission, le grand rendez-vous qui s'installe ainsi et qui s'ouvre par la météo. Voilà, c'était la météo, le temps du lendemain, demain vendredi qu'il fera. Merci beaucoup à nos collègues de la division montage. Alors, nous aurons au menu de cette émission 4 plateaux, 4 rendez-vous avec nos invités autour de cette table et puis l'insertion donc de nos amis du journal Parler, la rédaction de BB24 pour le 1945. Alors, nous allons parler de quoi aujourd'hui? Entreprendre, chers amis téléspectateurs, c'est souvent pas chose aisée pour tous. Il ne suffit pas d'en nourrir l'ambition pour y arriver. Il faut en plus de cela d'autres atouts. On le saura avec un entrepreneur agricole. Un nouveau carnet de santé serait en vigueur pour les enfants du Bénin. Quelle est l'importance de ce nouveau carnet de santé? Yasmine Damata viendra ici même nous en dire quelque chose. Dans la rubrique Horizon Culture, on parle aujourd'hui de gastronomie. La gastronomie béninoise, oui, elle est riche de ses plats, de ses mets, aussi délicieux les uns que les autres. Alors, en quoi est-ce que c'est si riche et puis comment est-ce qu'on peut vendre le label Bénin à travers ces mets avec Regina Saga qui est restauratrice. Nous aurons beaucoup plus d'éléments là-dessus. Et puis j'en parlais à l'entame de cette émission. Aujourd'hui, c'est bel et bien la journée mondiale de la population comme source de richesse pour une nation, pour un pays. On en parle justement et ça va se faire dans quelques petites minutes. Le temps pour moi d'aller regarder du côté de la rédaction avec encore ce soir Nadège Sani qui va nous donner les titres d'abord du 1945 avant le développement. Nadège Sani qui est déjà là, Nadège qui va nous dire avant de la retrouver à 19h45 pour les titres. Nadège Sani, si vous êtes prêts, l'antenne est à vous. Quels sont les titres du 1945 de ce soir? Bonsoir Nadège. Bonsoir Karamat Agbataou, vous le savez déjà, les écureuils du Bénin se sont inclinés hier devant les lions de la Teranga du Sénégal. Malgré cette défaite, les supporters béninois sont fiers du parcours de leurs ambassadeurs. À suivre dans cette édition la réaction de quelques-uns après le match. Ce
jeudi 11 juillet, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la population. Faisons un retour sur les recommandations de 1994. L'initiative de la ceinture et de la route, un projet de la Chine qui vise à régulariser les bonnes pratiques expérimentées par cette nation. À suivre dans le 19h45. Merci Nadège Soni. Je vous retrouve donc tout à l'heure pour le développement. Nous, on continue le trajet, le périple et nous allons ouvrir le bal des rubriques, des entretiens autour de cette table et on commence par l'expert. Notre expert de ce soir, c'est un jeune leader qu'on ne présente plus, en tout cas, sur le grand rendez-vous. Moïse, bonsoir. Bonsoir, Carmen. C'est la famille Sodokin, hein? Oui. Faut bien dire les choses. Moïse Sodokin, Oui. jeune leader activiste. Oui. Ça fait plaisir de vous avoir une fois encore sur le grand rendez-vous. C'est toujours un plaisir. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la population. Pour vous, en tant qu'activiste, dites-nous, et surtout jeune, hein, quelle est votre idée, votre perception de cette journée? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Alors, merci beaucoup, Karamat. La journée internationale, la journée mondiale de la population, cette année, c'est sur le thème de assurer les choix et les droits pour tous. Oui. Une tâche inachevée. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a le rapport de l'État mondial, l'État sur la population mondiale 2019 qui a démontré que les promesses qui ont été faites depuis la conférence internationale sur la population n'ont pas été tenues jusque-là. N'ont pas été tenues ou ne sont pas encore au niveau où on l'aurait voulu. Un niveau appréciable. Un niveau appréciable. Donc, pour nous, et particulièrement pour moi en tant que jeune activiste sur les questions de population, sur les questions de jeunes et sur les questions de développement durable, c'est une journée qui devrait nous servir de cadre au niveau mondial, au niveau régional, mais surtout au niveau national, pour réfléchir, voir ce qui a été fait pour assurer des droits et des choix pour tous. Quand on dit des droits et des choix pour tous, on veut parler là de la planification familiale, on veut parler là du contrôle des naissances, oui. de comment investir comment investir dans le vieillissement de la population, comment investir dans l'éducation, comment investir dans la santé maternelle et reproductive des justement, jeunes et des parlons donc de la thématique assurée des droits et des choix pour tous, une tâche inachevée pour vous, jeunes leaders activistes, c'est qu'il reste encore du chemin à parcourir, il reste encore beaucoup à faire. Selon vous, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'on n'a pas fait jusque-là et qui nous donne ce goût d'inachevé? Il y a beaucoup d'efforts qui ont été... Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'efforts quand même depuis la conférence internationale sur la population et le développement. Mais il reste encore beaucoup à faire. Si aujourd'hui, dans nos hôpitaux, les femmes continuent de mourir en donnant naissance aux enfants, en donnant la vie aux enfants. Si aujourd'hui les femmes continuent de subir des inégalités, si aujourd'hui l'éducation continue d'être un problème pour les enfants de façon générale et pour la population, si aujourd'hui la santé, le bien-être de base continue d'être... Si aujourd'hui les jeunes finissent les études et ne trouvent pas à faire, là je complète votre liste, hein, tellement le chapelet il est long. C'est qu'il y a encore beaucoup d'efforts, qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et à chaque fois, moi, quand j'y réfléchis, c'est au niveau national qu'est-ce qui est fait. Nous ne sommes pas sans savoir que, par exemple, l'année passée, une étude a démontré que de nombreux enfants sont tombés enceintes dans nos écoles. Cette année, le rapport a démontré quand même qu'il y a une réduction, je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais il y a quand même une nette réduction par rapport à ce taux. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail, il y a une communication, il y a une veille qui a été faite, il y a une sensibilisation qui a été faite dans les écoles. Et aujourd'hui, il y a une réduction quand même au niveau du taux de grossesse dans nos écoles. Donc, c'est des faits que nous pouvons, qui nous permettent sur lesquels on doit travailler davantage, pas qu'il ne se fait rien, mais on trouve que c'est insuffisant.
l'homme est ainsi fait, nous sommes tous ainsi faits, ainsi créés, insatiables, hein, je crois bien, éternels, insatisfaits. Je crois que si cette journée a été initiée, c'est pour quand même réserver un meilleur avenir aux populations, qu'on puisse trouver, toucher donc les points sensibles. Pour vous, quand on parle de population, sur quelle population on devrait vraiment travailler? Est-ce les enfants? Est-ce les femmes? Est-ce les vieilles personnes? Je ne sais pas. Vous me direz certainement les jeunes parce que vous êtes jeunes. Mais les vieilles personnes aussi ont leur apport pour la création de richesses d'un pays. Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Oui, c'est une question qui est assez sensible et qui généralement fait beaucoup jaser quand on se rencontre aux conférences. Voilà. Les aînés disent que oui, ils ont l'expérience, ils ont l'expertise et ils peuvent vraiment contribuer à un monde meilleur. Les jeunes disent qu'ils ont l'énergie, ils ont une meilleure dynamique et ils sont capables de catalyser les actions et d'accélérer les promesses. Les enfants nous interpellent, disent que c'est eux. La relève. Bon, finalement, selon vous, quelle est cette couche-là qui peut créer de la vraie richesse pour un pays? Je pense qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a une couche qui est plus importante au niveau de la population. Mais il y a quand même les données, les données ont quand même démontré qu'il y a des couches dans lesquelles il faut investir si nous voulons un futur meilleur et une économie durable. Donc notamment les jeunes et les enfants. Les jeunes et les enfants de façon plus urgente, surtout pour le continent africain où aujourd'hui nous avons une population très très jeune qui normalement devrait être une opportunité pour nous en tant que continent africain. Et c'est là qu'intervient l'histoire de dividendes démographiques. L'histoire de dividendes démographiques parce qu'effectivement aujourd'hui on se rend compte qu'il y a beaucoup d'investissements qui se font dans les pays africains, mais quand on regarde le résultat n'est pas comme ce qu'on aurait espéré. Cela voudrait dire quoi? Qu'il y a plus de naissances, il y a plus de problèmes au niveau social, il y a plus de problèmes au niveau de l'éducation qui freinent le développement, qui freinent les investissements qui sont faits. Et c'est ce qui justifie l'effort de ces dernières, des précédentes années, notamment de l'Union africaine, qui a recommandé une feuille de route pour la capture du dividende démographique. Et on en parlait hier, hein, justement, avec Gama, je crois. Avec Chama, voilà, c'est son nom. Donc, il y a vraiment une urgence que nos pays, au niveau du continent africain, puissent s'approprier de cette feuille de route pour la capture du dividende démographique pour que nous puissions espérer vraiment à l'horizon 2030. En tout cas, nous attendons 2030. qu'à l'horizon 2030, vraiment qu'on ait pu faire le maximum. Il y en a qui sont toujours sceptiques. Hein. Vous y croyez faire au Il y en a qui sont toujours sceptiques parce que il y a des clignotants, il y a des alarmes. Il y a des alarmes un peu partout quand on prend les 17 ODD. Mais une chose que beaucoup nous oublions généralement, c'est que l'Afrique aussi avait ses objectifs de développement à l'horizon 2063, l'agenda 2063 qui vise à contribuer à une Afrique plus prospère, l'Afrique dont nous rêvons, une Afrique où chaque jeune ou chaque personne se sent fier d'être en Afrique et contribuer au développement. On l'oublie généralement, mais c'est aussi là et ça nous guette. Et c'est ce qui a justifié récemment l'accord sur la libre circulation des biens et des services au niveau continental, dont le Bénin aussi. Nous saluons. Je crois que c'est tous les pays africains, en tout cas, qui sont dans la danse là. Qui sont dans la danse. Tous les pays n'ont pas encore signé. Le Bénin était un peu. Le Bénin et le Nigeria, pour des questions internes, et c'est normal pour des questions d'intérêt national, étaient un peu à la traîne, mais ont finalement signé. Ça revient aussi les dynamiques de population, parce que si quelqu'un au niveau du Bénin doit aller au niveau du Nigeria, si quelqu'un doit quitter le Bénin pour aller au niveau du Togo, il faudrait qu'il n'y ait pas de barrière. Et c'est ce à quoi favorise par exemple l'accord sur la libre-échange et des biens et des personnes au niveau de l'Union africaine qui a été signé récemment. Et ce projet-là aura un impact forcément sur la croissance, sur la création de richesses pour tous les pays. En tout cas, nous attendons beaucoup de ce projet. Alors, quand nous prenons
les différentes couches de la société. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut investir beaucoup plus dans la jeunesse, investir aussi sur les enfants. Oui. Mais j'ai été un peu choquée, excusez-moi beaucoup, de n'entendre pas les femmes. Oui, je me demande. J'en venais. D'accord. J'en venais. Effectivement, il faut investir au niveau des jeunes, oui. Mais particulièrement au niveau des jeunes filles et des femmes. Et c'est ce qui justifie récemment le lancement du projet. Le Bénin a accepté, est rentré dans la vague du Souhait, le projet d'investissement dans les filles et dans les femmes. C'est un projet sur 5 ans de 50 milliards de francs qui sont investis dans l'éducation, dans la santé, dans la scolarisation, beaucoup de communication. En bref, c'est qu'il faut investir dans les jeunes et dans les jeunes filles, mais il est urgent d'investir dans les jeunes filles parce que naturellement, une fille épanouie est une meilleure maman de demain, est une fille qui a une bonne éducation, qui a une bonne formation en termes de leadership, naturellement quelqu'un qui pourra demain diriger le pays, diriger les entreprises et tout. Donc, oui, il y a ce côté qui est là et c'est le moment de faire l'appel pour que ce soit les gouvernants, que ce soit la société civile, que ce soit les jeunes, qu'on puisse s'approprier de ce projet, de ce programme qui est quand même assez colossal. Alors, qu'est-ce qui est prévu, oui. Qu'est-ce que vous prévoyez faire, vous, en tant que jeune? Certainement que vous avez eu à mener des actions parce que la journée, nous sommes là en soirée, mais on ne doit pas s'arrêter là. Hein. Il n'y a pas que... C'est juste un symbole quand on dit le 11 juillet pour célébrer la population, mais je crois que ça doit être un travail de façon continue. Qu'est-ce que vous comptez faire pour marquer l'édition, cette 30e édition? Qu'est-ce que nous comptons faire? Déjà, il faut reconnaître qu'au niveau national, c'est Kandy qui a été décidé pour la célébration. Donc actuellement, il y a la célébration, les cérémonies officielles se tiennent à Kandy. Au plan national, hier déjà, on avait fait une activité à Kandy. Donc nous qui sommes encore à Cotonou, il y a des activités qui sont prévues pour ce soir et pour demain. Donc beaucoup plus des séances de sensibilisation avec les personnes en milieu communautaire, donc avec Et ce travail de sensibilisation, il porte sur quoi et sur quel... Il portera sur la planification familiale, voilà. Il portera sur l'éducation, l'importance de l'éducation des enfants et particulièrement des filles, parce qu'il y a encore beaucoup de stigmatisation à l'intérieur, même à Cotonou, à l'intérieur du pays, où on dit que les filles ne sont pas faites pour aller à l'école et tout. Donc il y a des activités qui sont prévues. Mais le débat, il a beaucoup évolué. Hein. Les filles ont compris, tout le monde a compris que la jeune fille aujourd'hui doit aller à l'école et puis pourquoi pas vous ravir, vous les hommes, entre bref, ces machos, là, on va vous ravir la vedette. On va vous ravir la vedette. Il n'y a rien à faire. Le monde sera féminin d'ici quelques petites années seulement. Alors, vous avez un petit mot à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit de cette population sur qui tout le monde compte, n'est-ce pas, pour la création d'une richesse d'un pays. Un message, est-ce qu'il y aura d'autres messages que nous, jeunes, nous devions de plus en plus s'approprier de ces genres de journées. Nous, jeunes, nous devions de plus en plus nous s'approprier des politiques au niveau national. Nous devions nous-mêmes nous informer et nous devons s'engager quand nous demandons, comme le fait souvent les femmes, la parité. Aujourd'hui, les jeunes réclament beaucoup plus à ne plus être seulement des acteurs de mise en œuvre, mais à être vraiment des acteurs d'implication dès la base. Parce que de plus en plus, on constate qu'il y a des politiques qui se décident, il y a des stratégies qui se décident pour les jeunes, mais sans les jeunes. Donc nous appelons aujourd'hui les jeunes à s'engager, à s'informer et à de plus en plus s'assurer d'être autour des tables où les discussions, où les décisions se prennent pour eux. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Moïse Sodokin, jeune leader, activiste, et on parlait avec vous donc de la journée mondiale de population. On doit tabler sur cette population pour aller de l'avant et travailler sur des axes bien précis, et il nous a donné ces informations. Un jeune ne peut en cacher un autre. Nous allons installer cette fois-ci un autre jeune qui a décidé de travailler aussi pour l'intérêt de la jeunesse béninoise. Il est entrepreneur agricole et c'est le monde agricole qui s'ouvre.
Le monde agricole parle aujourd'hui d'entrepreneuriat des jeunes, les moyens pour réussir cette mission. Ce sera avec notre invité qui est de l'autre côté, qui va me rejoindre d'un moment à l'autre, le temps de regarder tous ensemble ce reportage d'Armel. L'auto-emploi et l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel restent des défis majeurs pour l'économie béninoise. La dynamisation de l'économie dépend entre autres de l'entrepreneuriat, notamment dans le secteur agricole. Pour réussir un entrepreneur agricole, il faut d'abord apprendre le métier. Apprendre le métier, c'est d'abord avoir les capacités nécessaires, comme vivre chez un paysan pendant quelques temps, pour avoir les compétences nécessaires, avoir suivi la formation d'agronome et vraiment aller sur le terrain. Ou d'abord avoir un parent qui soit paysan et rester avec lui, ou dans les structures comme Songaï et fait d'abord la formation. De secondo, il faut avoir également la capacité managériale. Moi, je me dis ici, elle devenait se faire former parce qu'en temps dans des années antérieures, j'étais en formation, c'est-à-dire lycée technique commercial de Porto-Novo. Mais après avoir fini ma formation en entrepreneuriat là-bas, je me suis décidé de venir ici se faire former pour poursuivre la formation. Mon projet principal est basé sur les mammifères, la reproduction des porcs. En dépit des efforts louables fournis par différentes structures, les goulots d'étranglement ne manquent pas. Quelques difficultés se dressent sur le chemin de ces jeunes qui ont envie d'entreprendre. Le problème fondamental que nous avons dans l'agriculture, c'est le problème foncier. La terre est disponible, mais il y a tellement de problèmes autour de la terre, ce qui fait que les gens ne vont pas vers la terre. Il y a également d'autres aspects concernant les jeunes, par exemple, qui voient le paysan comme le dernier, le pauvre, le sali, qui n'aime pas aller vers eux pour avoir l'information. Il n'y a pas de programme spécifique qui permette aux jeunes de s'insérer réellement, d'avoir l'opportunité de s'insérer dans l'agriculture, de vivre d'avoir l'agriculture comme un métier. L'économie dans un système capitaliste est tributaire de la bonne marche des entreprises. Elle se présente aussi comme la meilleure solution pour lutter contre le chômage. Eh bien voilà, reportage d'Armel Dossoukago sur l'entrepreneuriat des jeunes. On aura compris quand même que ces jeunes-là, ils ont des idées qui leur passent par la tête, mais sur leur parcours pour la réalisation de leurs différents projets, quelques petites difficultés. On va essayer de voir un peu avec notre invité, M. Faton, si on pourra donc lever ces barrières pour permettre à cette jeunesse aujourd'hui active de pouvoir rêver et vraiment réaliser des choses très importantes dont le pays a besoin. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment est-ce que ça va, monsieur ça va très Augustin bien. Faton? Vous me voyez en forme, non? Ouais. Je pète la forme, n'est-ce pas? Oui, je le vois, voilà. très bien. Ça fait du bien, tout simplement. Ah oui. Alors, pour vous aujourd'hui, est-ce que, entre-temps, les choses ont vraiment évolué? Parce que pendant longtemps, on a crié partout que les jeunes ont de problèmes pour entreprendre en agriculture. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas de programme vraiment pour les accompagner, il n'y a pas de finances. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les choses ont un tout petit peu évolué quand même? Sûrement que les choses ont évolué et je dois dire que ma lecture serait peut-être différente. D'accord. Les choses auraient été autrement qu'il n'y aurait pas d'entrain. En fait, nous sommes un pays pétri d'opportunités, dans un environnement stimulant. C'est vrai que ce stimuli que porte l'environnement a besoin d'un certain nombre d'assaisonnements, notamment les politiques publiques qui doivent créer un environnement d'émulation du potentiel, de révélation du potentiel qui existe dans chaque jeune. Je me réjouis de quelque chose qui peut être négatif pour d'autres, mais pour moi est fondamentalement positif. L'émergence par la politique qui a toujours agité les différents bastions de notre pays est en train de s'émousser. Et moi, personnellement, je suis satisfait. On peut analyser les contours après. Ça dit que l'homme politique n'est plus l'image du succès qu'on a l'habitude de nous brandir. Aujourd'hui, on recherche d'autres repères. Ça, c'est un environnement stimulant. C'est un pour état la jeunesse. Pour la jeunesse. Alors, il faut maintenant retrouver d'autres références. Voilà. Et c'est ces références, en fait, que nous n'avons pas
aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque justement dans la quête de ces références? Est-ce que c'est parce qu'elles n'existent pas ou bien qu'on a un problème dans la recherche? Oui, nous n'avons pas de succès éclatants qui puissent porter un mouvement. Il en manque. C'est vrai que ça se construit actuellement, où on voit des jeunes qui sont en train de sortir de leur cocon, de sortir de leur torpeur, et ça vient, mais il en faut davantage. Il en faut davantage pour que l'image, le modèle qui va désormais focaliser l'attention de la jeunesse soit autre chose. Nous sommes sur le chemin. Donc, Monsieur Faton, vous voulez nous dire là ce soir qu'en agriculture, qu'on n'a pas encore, que le Bénin n'a pas encore un modèle assez éclatant, un modèle qui puisse inspirer la jeunesse à entreprendre facilement et à aller au-delà. Non, les modèles existent, mais pas encore. Vous voyez le pays même en général. Je ne sais pas, vous avez beaucoup voyagé, vous avez vu, quand on compare notre pays à d'autres pays, ce n'est pas la même chose. Mais il y a un mouvement qui est en train de naître. Et ce mouvement qui est en train de naître a besoin d'un support politique. Et ce support politique, c'est vraiment les grandes réformes au niveau du système éducatif. Avant d'en venir à ce support politique... Mais ça nous manque. Je me rappelle que j'ai discuté avec un maire de commune et dit, aujourd'hui, nous ne sommes pas, il a osé me le dire, nous ne sommes pas des modèles. Et c'est ce qui fait défaut à notre jeunesse. Et c'est très important quand vous devenez un modèle dans la famille. Je ne sais pas combien de personnes ont voulu être journalistes dans votre famille à cause de vous. Il y en a certainement beaucoup. Oui. C'est possible. Non, c'est clair qu'il y en a. Et vous allez voir que si un docteur sort dans une famille, il y a comme tout le monde a envie de faire comme lui, d'être comme lui. Et vous allez voir d'autres docteurs vont naître dans la même famille. En fait, aujourd'hui, en agriculture, on n'en a pas. En agriculture, nous en souffrons. C'est pourquoi l'agro-business n'est pas encore ce que ça doit être dans notre pays. Comment est-ce qu'il devrait être justement? Quel est ce visage que l'agriculture devrait présenter selon vous, M. Faton? Vous voyez, nous produisons. Mais quand vous allez dans les grandes surfaces d'approvisionnement, où vont engloutir la majorité de leurs revenus certaines populations intermédiaires et de rang social élevé, vous voyez combien de produits béninois dedans. Donc il nous manque le positionnement. Voilà. En fait, aujourd'hui, on dit la consommation est le poumon de l'économie. L'agro-business doit prendre cette forme de proposer à la population, aux populations de revenus intermédiaires et élevés, des produits de qualité qui puissent concurrencer et battre de plein fouet tout ce qui est importé. Et ça, nous n'en sommes pas encore là. Mais nous sommes sur le chemin. Nous sommes sur le chemin et sûrement, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Oui. Vous vous donnez combien de temps pour qu'on atteigne le niveau de ces pays qui ont quand même réussi en agriculture à faire des merveilles un peu partout? Nous avons 2 décennies devant nous. Si les politiques favorisent la révélation de ça, si le système éducatif change, ce dont je parle ici, c'est très profond. En fait, j'ai utilisé un mot sur les plateaux, les gens pensent que je m'en prends aux personnes. Non, je m'en prends à des systèmes. Des systèmes qui sont malades et qui servent des intérêts et qu'on n'a pas envie. Et c'est de là que vous parlez de support politique qui fait défaillance jusque-là et qui n'accompagne pas ou qui n'aide pas les jeunes à éclore leur talent. Leur talent, à se révéler. Voilà. Vous avez vu, je vais vous donner l'exemple des écureuils. Puisque c'est ça l'actualité. Parce qu'on y est. Pendant combien de temps on a encadré ces jeunes? C'est au plus 2 ans. 2 ans. Les talents étaient là, cachés. L'environnement. Et regardez cet environnement qu'on leur a créé. Cet incubateur qu'on leur a créé. Ouais. Moi, j'ai vu les jeunes béninois jouer. J'étais fier d'être béninois. Très fier. Ça montre quoi? Ça montre, si nos politiques comprennent, bravo. Ça montre que dans chaque secteur... On a des talents, forcément. On a des talents et les systèmes
mettre en veilleuse ces talents qui vont mourir, et malheureusement les endroits les plus riches seront les cimetières. Parce que les systèmes n'auront pas permis la révélation de ces grandes entreprises d'agro-business qui vont forcer l'admiration d'autres pays, de tout le Bénin, de tous les enfants, de toute la jeunesse. Et ça, je pleure pour ça. J'attends du ministère de l'Éducation nationale un ministère où on passe du concept à la mise en œuvre. Vous pouvez écrire tous les discours du monde, tous les concepts du monde. Ce qui fera la différence, c'est la mise en œuvre. On n'apprend qu'en agissant. C'est ce qui nous manque. Nous avons les meilleures politiques, mais elles ne sont pas mises en œuvre. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut déjà commencer par faire à l'étape actuelle pour ces jeunes-là qui rêvent d'entreprendre en agriculture ou dans l'agro-business et de faire beaucoup de choses? Si vous voulez changer, il y a une voie qui n'est pas classique, que vous devez emprunter. On a très peu de temps, M. Faton, donc... Oui, il y a une voie qui n'est pas classique. Écoutez un autre discours. Fermez la porte à tous les discours que vous avez écoutés jusqu'aujourd'hui et commencez par écouter un autre discours. Et ça, c'est difficile. Parce que vous êtes dans une zone de confort et on pense qu'on est en équilibre. Or, en réalité... On doit vous sortir de cette zone-là. Vous ne pouvez amener personne nulle part où vous n'avez jamais été. Alors, de quels moyens les jeunes ont alors besoin aujourd'hui? Les jeunes ont à leur... Aujourd'hui, le support de la connaissance mondiale est numérisé. Et bravo, ce n'est plus dans la tête d'un professeur à l'université. Ce n'est plus dans la tête d'un encadreur. Il suffit d'un clic pour l'avoir. D'un clic pour l'avoir. Mais il faut avoir l'audace d'y aller et de chercher à écouter un autre discours. Moi, je me suis posé des questions. Celui qui, pour la première fois, a pris l'avion et s'est aventuré dans le ciel, vous pensez que ce monsieur est encore normal? Pour réussir, il faut être anormal. La jeunesse doit rechercher le chemin de la normalité. Et ça, c'est dans le bon sens que je le dis. Il faut en quelque sorte sortir des sentiers battus, ce qu'on a fait depuis, pendant des années. Il est temps de faire autre chose. Et il faut même déjà prendre des risques. Je crois que c'est ce que vous voulez dire. Oui, et j'ai écouté, vous voyez, j'ai écouté tout à l'heure le reportage. Les gens parlent de la production. Mais c'est faux. C'est un faux problème. Vous savez ce qui tire l'économie? C'est la consommation. Allez conquérir les marchés. Vous allez tirer la production. C'est clair, il n'y a rien à dire. Merci beaucoup, M. Augustin Faton, des propos qui donnent la chair de poule, qui donnent vraiment envie de sauter sur la proie, vraiment, d'aller embrasser, caresser son rêve, de le mettre en route, tout simplement en chemin. Merci d'être venu nous voir, nous donner tous ces petits ingrédients. On aura le temps de vous inviter une autre fois pour d'autres explications. En attendant, le grand rendez-vous suit son chemin et le temps pour nous de retrouver Regina Saga, restauratrice, avec qui nous allons parler d'une autre révélation du Bénin, un autre moyen de révéler le Bénin, c'est par sa gastronomie. Nous sommes dans Horizon Culture. C'est elle qui a réalisé ce commentaire et c'est elle qui va mener l'entretien tout à l'heure avec l'invité en bonne partie, parce que moi-même je suis là, c'est Jennifer Sachivi. On va l'écouter, on va la regarder, enfin l'écouter, la regarder à travers ses images et sa voix et on revient la découvrir au plateau. Des mets aussi variés que prisés, autant d'atouts qui font la richesse du patrimoine culinaire béninois. Au Bénin, la gastronomie est généralement considérée comme vitrine d'une tribu ou d'un peuple. Elle varie d'une région à une autre. On s'en sert notamment pour recevoir des hôtes, agrémenter une réception ou parfois comme outil de culte. L'art culinaire au Bénin va donc au-delà de la restauration. Elle est identitaire et incontournable dans plusieurs manifestations. Comme dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, la cuisine béninoise est composée d'aliments de base comme le maïs, le riz, le haricot, l'igname ou encore le manioc. Elle est toutefois très diversifiée et comporte un très grand nombre de recettes. Des breuvages sont également préparés à base de maïs, de mil, de sorgho ou de noix de palme.
Le solabi est l'alcool de fabrication artisanale le plus connu. Toute la richesse du patrimoine culinaire béninois réside donc dans sa diversité. Un atout qui pourrait susciter l'intérêt s'il est promu et mis en valeur. Si le Bénin a réussi à se révéler à l'international par son football, il peut en être de même pour les autres aspects de sa vie, c'est-à-dire la cuisine, le vestimentaire et bien d'autres domaines. Jennifer Sativi ne me dira pas le contraire puisque c'est vous qui avez donc eu le choix de ce thème. Bonsoir Jennifer. Bonsoir Karamat. En tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère. On va discuter avec notre professionnelle tout à l'heure. Elle va nous dire un peu si on peut y arriver. Bonsoir Madame Saga. Je lui dis aussi bonsoir parce que ici c'est chez moi ce soir. En tout cas, bonne arrivée. Merci. Madame Saga, oui. Restauratrice. Tout à On fait. y va. Jennifer. Donc dites-nous déjà, est-ce que vous pensez que le Bénin peut se révéler à travers sa cuisine? Tout à fait. Je crois que c'est pas impossible. À l'instar d'autres pays au monde qui l'ont déjà fait avant nous, Madame Karamat l'a dit tantôt, je crois que le Bénin est sur la bonne voie. Nous sommes un peu encore à la traîne, mais avec un peu plus d'efforts, on y arrivera. Mais est-ce qu'on a assez de mets au Bénin? Vous pensez qu'on a assez de mets pour y arriver? Mais oui, je crois même que c'est parce que nous avons un peu trop de mets que nous sommes se perd dans le choix. Voilà, un peu perdus. Nous sommes un peu perdus parce que il y a une diversité culturelle dans le pays. Lorsque nous parcourons les 77 communes de notre petit pays, le Bénin, je le appelle petit, je le qualifie de petit en raison de sa taille. Voyez-vous, on a quand même plus de 200 ethnies et vous voyez, chaque ethnie a ses habitudes culinaires, ses habitudes en termes de restauration et on peine à faire, à révéler une spécialité plutôt qu'une autre. Et je crois que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on évoque la gastronomie au Bénin, on a du mal à mettre en valeur un mets donné. Je me demande comment est-ce que les autres pays ont pu réussir. Je prends l'exemple simple du Sénégal, avec qui le Bénin a croisé les crampons il y a quelques petites heures seulement. Là-bas, c'est le tchèp, c'est le yassa, oui. Mais c'est connu un peu partout. Oui, en effet. Ils n'en ont pas beaucoup, c'est ça? Ils en ont certainement beaucoup et je crois que tout part de la fusion des peuples. Lorsque les peuples sont d'accord sur le goût, et s'accordent sur l'équilibre diététique qu'on recherche dans un mets, lorsqu'on s'accorde sur sa façon d'être présenté et dressé en assiette, eh bien, il n'y a pas de raison à ce que l'on boude, que ce soit un plat de votre localité d'origine ou un plat d'ailleurs, dès lors que tous les éléments que vous recherchez en dégustant se retrouvent dedans, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire c'est bon et on travaille à valoriser cela. Je crois que c'est ce que donc le Sénégal a connu en parlant du tchèp et ce qu'on dira de la Côte d'Ivoire aussi avec son attiéké voilà. international. Donc voilà, c'est pas parce que ils sont meilleurs à nous, mais ça part d'une certaine fusion des peuples. On s'accorde sur un produit et tout le monde le travaille et on le porte haut. Est-ce qu'il n'y aura pas de difficulté dans ce sens? Parce que peut-être le popo va dire non, c'est le dacouin, quelqu'un de Porto Novo va peut-être dire c'est le canard. Est-ce que vous pensez qu'on pourra y arriver vraiment? C'est ce que Mme Saga disait, c'est justement parce qu'on en a beaucoup qu'on se perd dans le choix. On se perd et il va falloir à un moment donné arrêter de chercher à faire primer sa région ou la spécialité culinaire de sa région sur celle des autres et à s'accorder parce que nous... Et à être honnête, franc, sincère, oui. Dire les choses telles qu'elles sont. Tout à fait, tout à fait. Il y a bien des plats qui peuvent être plus valorisés que d'autres dans notre pays. Et en restauration, nous, on a une facilité à identifier les plats qui sont les plus prisés. Que vous travaillez
en traiteur, par exemple, à Cotonou, à Porto Novo ou dans le Mono et le Koufo, ou même dans le Septentrion, parce qu'il arrive quand même que moi je travaille à Parakou, à Natitengu, c'est déjà arrivé, eh bien, le Télibo devient toujours l'incontournable. Ouais. Le béquin est incontournable avec le Télibo. Le béquin, c'est ça, la sauce graine? Non, c'est le menthe. La sauce légume, la sauce feuille. C'est l'incontournable que l'on retrouve toujours en traiteur. Quel que soit le menu que le client vous propose, vous retrouvez toujours, qu'il soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, on retrouve toujours. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre par là, Madame Saga, si éventuellement on vous demandait, parce qu'il faut vous consulter, vous, spécialiste de la cuisine, si on vous demandait d'opérer un choix, vous avez le sentiment que beaucoup vont se pencher sur le télibob du Bénin, le télibob avec le menthe. Avec le menthe, je crois que c'est le must-have. Ça se retrouve, que ce soit en déjeuner ou en dîner, les gens ne tirent pas dessus. Vous voyez, vous avez beau vouloir esquiver un peu, on vous le ramène. Toujours. On vous le ramène. Je n'ai pas retrouvé le menthe dedans. J'ai proposé le menu, j'ai montré le menu à telle personne qui travaille avec moi sur l'événement. On m'a dit, il n'y a pas de menthe, s'il n'y a pas le menthe, les gens ne vont pas être à l'aise. Donc, moi, je pense que si tous les restaurateurs, par exemple, tous les acteurs du monde culinaire s'accordent, par exemple, sur ce produit, on peut le travailler de 1000 façons. Au lieu que ce soit présenté de la même façon traditionnelle que nous connaissons, où on met la pâte d'un côté, la sauce de l'autre, on peut mieux travailler le produit, on peut le proposer en bouchée apéritive, on peut le proposer, je ne sais pas, en canapé. Ça peut se présenter de 1000 façons, de sorte à ce que même en termes de gastronomie, on puisse valoriser ce produit. D'accord. Donc, pour les critères de sélection, il faut se tourner vers les plats les plus prisés. Mais est-ce qu'il y a eu déjà certaines actions qui ont été menées dans ce sens, par exemple? À ma connaissance, non. De façon honnête, moi, je ne suis pas au niveau des hautes sommités qui décident de ce qui concerne la gastronomie béninoise. Mais si c'était fait, je pense que je serais au courant. Je suis quand même une femme de culture. J'essaye de me documenter sur ce qui se passe dans le monde culinaire de mon pays. Et je n'ai pas connaissance qu'il y ait des actions concrètes qui se mènent ou qui se posent dans le but de révéler un plat béninois à la face du monde. D'accord. Et justement, comment on peut procéder à cette révélation? Si par exemple on identifie 1 ou 2 plats, est-ce qu'il faut des foires, est-ce qu'il faut des congrès? Comment vous pensez qu'on peut procéder? Moi, je pense qu'il faut déjà partir de l'idée de réunir les acteurs du monde, de la restauration ou de la gastronomie. Il faut parler avec tout le monde, poser les vrais problèmes, énoncer l'objectif qu'on veut atteindre pour que tout le monde s'accorde là-dessus. Je suis sûre que des talents, ce n'est pas ce qui manque. Pour vous, Madame Saga, parce qu'il nous reste quelques secondes seulement, pour vous, quels sont les meilleurs moyens de valoriser nos mets? Les meilleurs moyens. Est-ce que c'est de les faire à la maison ou bien de les consommer dans vos restaurants? C'est quoi selon vous? De les faire découvrir aux allochtones, à ceux-là qui nous rendent visite? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et ça commence forcément par le noyau le plus petit, c'est la famille. C'est la famille. Tant qu'on va continuer par faire manger aux enfants du shawarma, de la pizza, tout ce qui vient d'ailleurs, des forestières crêpes, et tout ça. Tant qu'on va continuer par faire visiter les restaurants aux enfants en leur mettant des cartes où ils ne retrouvent pas des plats qui sont de chez eux, on va toujours continuer par reléguer notre gastronomie au second rang. Donc c'est déjà au niveau de la famille que le plus grand travail doit commencer. D'accord, donc en faisant cela, nous allons contribuer au développement de la culture du Bénin, c'est sûr.
Tout à fait, puisque si le repas est fait en famille et qu'on a des plats typiquement de chez nous, l'étranger, comme le disait Madame Karamotte, qui vient, on lui propose un plat de chez nous, eh bien, il est contraint de le déguster, de le découvrir déjà, de le découvrir, de le déguster, de l'apprécier, et il en parle une fois qu'il sort du pays, qu'il se retrouve d'un autre côté, et ça fait forcément sa fierté. Moi, quand je reçois des gens, la protéine que je propose le plus, c'est notre wagashi. Et je pense que l'on soit camerounais, que l'on soit congolais ou venu de... Ça peut passer. Ça passe à tout prix. C'est pas que ça peut. Ça fait toujours un waouh. On ne connaissait pas ce genre de fromage. Comment ça se fait? Il faut nous envoyer ça. Donc le fromage est une spécialité du Bénin, c'est ça? Mais oui, le wagashi est béninois. D'accord. On peut en être fier. Voilà. Jennifer, oui, je crois que le plateau, il est quasiment terminé pour aujourd'hui. Je vais vous retrouver demain. On peut retenir quand même qu'il y a assez de miel à valoriser et puis commencer par le noyau qui est la famille. Nous espérons que ça va porter ses fruits. C'est pas gratuit, on se retrouve demain pour la facture. Il est 19h45, Nadège Soni est revenue, cette fois-ci pour nous déballer le 19h45. On suit. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du soir. Parcours honorable pour les écureuils du Bénin. Malgré l'élimination en quart de finale, les écureuils sont indéniablement parmi les 8 meilleures équipes finalistes de cette compétition. 11 juillet 2019, Journée mondiale de la population, elle est instaurée par les Nations Unies et vise à attirer l'attention des populations sur l'importance des questions liées au développement. La route Bénin-Chine se rétrécit de plus en plus. L'initiative Ceinture et la route va sceller davantage les liens de coopération entre les deux pays. Comment le Bénin peut-il en tirer profit? On en parle. La messe est dite, les écureuils quittent la compétition après de très belles performances. Les Lions de la Teranga les ont battus hier 1-0. Malgré cet échec, la prouesse des écureuils à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 est saluée par les Béninois. Selon eux, ils n'ont pas démérité. Amitié Sagoudi, Lazare Mégan. Une grosse occasion et un but, c'est fait. Le Bénin sort de la CAN Égypte 2019, point final pour les écureuils du Bénin. Une rencontre à élimination directe qui a définitivement scellé le sort des écureuils. Les Lions de la Teranga ont donné du fil à retordre à leur adversaire. Une première partie qu'ils ont dominée de bout en bout. Honnêtement, les Sénégalais ont dominé les Béninois, mais les nôtres n'ont pas failli à leur mission. Nous prions nos ancêtres, le Dieu, le Tout-Puissant, de nous assister à ce que nous sortons toujours tête haute, cette fois-ci encore, pour le demi-finale. Le début du match est impeccable. Nos joueurs sont en train de présenter des jeux incroyables et on les supporte. Ils reviennent avec la Coupe Bénin, hein. C'est fini, hein. Ils viennent avec la Coupe au pays. Hein. Et ça se laisse célébrer. Ils sont confiants, même méfiants, ces supporters. Au retour des vestiaires, ce sont les écureuils qui prennent d'assaut le camp adverse. Mais la défense sénégalaise veille au grain. Les poulains de Michel Dussier ont raté le peu d'occasions qui s'offraient à eux, parfois par manque de concentration. Sadio Mané trouve la faille de la défense et par combinaison offre la passe à son coéquipier Gueye, qui parvient à tromper la vigilance de Sartuné Alagbé et inscrit le premier et le seul but de la rencontre. Le visage des supporters, jusque-là rayonnant, est gagné par l'anxiété. Plus aucun but ne sera marqué jusqu'à la fin du temps réglementaire, malgré la sortie de Olivier Verdon, le défenseur central à la 82e minute, qui a écopé d'un carton rouge. Les changements opérés par l'entraîneur béninois ont été infructueux. Le score reste inchangé jusqu'au sifflet final. Dites-nous un peu quelles sont vos impressions après cette rencontre entre le Bénin et le Sénégal. Bon, c'est après tout un sentiment quand même de fierté parce que c'est pour la première fois que nos équipes ont eu la chance d'aller jusque-là.
ils n'ont pas démérité. La seule chose que je vois, c'est qu'il nous manque un peu de finition. Si vous regardez, vous suivez bien nos matchs, là, il manque un peu de finition. Quand nos gars arrivent à pénétrer à peine dans la surface de réparation, c'est là de jouer le jeu, de montrer l'ingéniosité qui sont en eux. Mais on constate que c'est en ce moment, ils traînent un peu les pas et puis les autres prennent le dessus. Moi, je suis content du match quand même, content de nos écureuils. Ils n'ont pas démérité, ils ont quand même eu la chance d'éliminer 2 lions. Un 3e lion, ils n'ont pas pu, bon, ils ont essayé. Pour une première fois dans l'histoire, le Bénin atteint les quarts de finale dans une Coupe d'Afrique des Nations avant d'être éliminé. Une prouesse saluée par tout le peuple béninois. Au prochain défi. La retransmission directe des matchs dans les lieux publics et surtout dans certains bars est une occasion bien saisie par les promoteurs de ces lieux pour booster leur chiffre d'affaires. Un tour de ville lors du match Bénin-Sénégal a permis à notre équipe d'en savoir un peu plus sur le business autour des matchs. Amitié Sagwidi, Keinde Adeleke, Lazare Megan. Le derby ouest-africain entre le Sénégal et le Bénin était un rendez-vous à ne pas rater, car l'enjeu était de taille. L'engouement suscité par cette confrontation entre les Lions de la Teranga et les écureuils du Bénin a généré des petites affaires autour des fan zones. Pendant que la rencontre se déroulait sur le rectangle vert, les places publiques, bars, restaurants étaient devenus de véritables espaces de business. À Cotonou, Godomé et Calavi, des centaines de supporters rassemblés autour des écrans géants installés par les tenanciers se procurent allègrement les produits en vente. Depuis que la CAN a commencé, quand il y a les matchs des écureuils, l'influence est trop. Il y a trop de clients qui viennent, il y a trop de motos. Comme le mouvement n'a pas encore commencé, c'est pour ça que vous constatez ce manque-là d'abord. Si on a parfois même les motos qui remplissent ici, on est même incapable de trouver aussi des places pour certaines motos. On est obligé de faire ça derrière, au niveau du deuxième poste du gare vélo. Pendant les jours ouvrables, dans les autres sens, sans la canne, les influences de la moto n'étaient pas comme ça. C'est pendant les week-ends qu'il y a trop d'influence. Les recettes ont augmenté, les gens viennent parce que le soir il y a un écran géant. Il y a beaucoup de monde aussi. Ça, si on pouvait aller jusqu'en finale, ça ce serait parfait. Avant la canne, c'est vrai on vendait, mais le football draine du monde. Ouais. Et puis après la qualification au 8e de finale, on a eu assez de monde. On a eu vraiment assez de monde. Vraiment. Le Béninois aime le football et ils l'ont prouvé. La qualification des écureuils au 8e de finale et surtout pour les quarts de finale. Il y a eu assez de monde, on a vendu. Par rapport au jour où il y a match, on voit qu'il y a tout juste un peu de différence. Un peu légèrement. De tels genres d'événements sont devenus des occasions pour de bonnes affaires pour les promoteurs qui auraient bien voulu voir l'aventure se poursuivre autant que possible pour les écureuils du Bénin. Les résultats du baccalauréat session 2019 sont connus depuis hier. Selon les statistiques, les résultats de l'année 2019 sont bien meilleurs à ceux des années antérieures. Benel Djogbe et Iliad Bokovo ont assisté à la proclamation des résultats. Des cris de joie, de fortes émotions exprimées par des larmes de joie, voilà l'ambiance dans laquelle s'est déroulée ce mercredi au CEG Bégamé la proclamation des résultats provisoires de l'examen du baccalauréat session unique de juin 2019. Ces candidats admissibles savourent leur succès. Il n'y a pas de mots parce que c'est une guerre qu'on a gagnée, c'est pas facile, c'est 9 mois d'acharnement, c'est 9 mois de stress, c'est pas facile. Une fois tu as ça, c'est fini, on te respecte, on te considère, tu sens dans ton cœur que tu l'as fait en fait, c'est le plus important. Je suis très heureux. La veille le bac, parce que ça fait la 19e fois. Les parents étaient en train de flipper à la maison, donc c'est une grande joie pour moi et une grande joie pour eux d'entendre que je suis parmi les admissibles. Selon les statistiques, 50,10% des candidats sont déclarés admissibles sur le plan national. Le département du littoral vient en tête avec 57,87%, tandis que celui de la Liborie prend la queue avec 35,11%. Des chiffres en nette progression de 16,67% par rapport à ceux de l'année dernière où le taux de réussite était de 33,43%.
une performance jamais égalée depuis 1973. Dans l'ensemble, les enfants ont travaillé et le bac est en cours. Et pour le moment, je crois que les résultats vont bon train. Et à la maison, je crois que sur 7, il y a 6 résultats. J'attends le 7e, c'est pour suivre au Bégamin. Je bénis l'effort des enfants. Je bénis l'effort aussi de tout le système éducatif qui a mis tout en œuvre pour que tout se passe bien. Je crois que le merci est aussi aux parents d'élèves qui se sont donnés. J'ai ma fille qui a passé le bac A2 avec brio. Les candidats au bac session de juillet 2019 sont désormais fixés sur leur sort. Les épreuves du sport seront la prochaine étape avant celle des oraux pour ceux qui ne seront pas admis à la deuxième phase. Ce 11 juillet est dédié à la population. La journée mondiale de la population est décrétée par les Nations Unies en 1989. Cette journée vient renforcer la sensibilisation aux questions de la population, notamment leur lien avec l'environnement et le développement. Le point avec Judith Tossa. Les questions relatives à la santé en matière de reproduction, l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes sont apparues en 1994 comme étant des vecteurs de développement durable. Voilà pourquoi la journée du 11 juillet a été décrétée par la communauté internationale pour attirer l'attention des États sur la nécessité de trouver des solutions aux problèmes démographiques. C'est pour évaluer les résultats obtenus dans ce domaine que le thème de cette année se propose d'accélérer les promesses faites à la conférence internationale sur la population et le développement ayant institué la dite journée. 25 ans après l'instauration de cette journée, des progrès ont été réalisés. Par exemple, le taux de prévalence de la contraception a augmenté de 25% sur le plan mondial. Le taux de natalité chez les adolescents a beaucoup baissé, comme celui de la mortalité maternelle. Néanmoins, dans bien des pays à faible revenu, les ressources disponibles sont insuffisantes pour faire face aux problèmes sanitaires et sociaux. Beaucoup reste à faire. La conférence de Nairobi au Kenya, prévue en 2019, permettra peut-être aux États de prendre des engagements clairs qui feront progresser leurs efforts en matière de résolution des problèmes démographiques. Une nouvelle dynamique de coopération entre la Chine et le reste du monde a vu le jour. Il s'agit de l'initiative de la ceinture et la route, un projet de la Chine qui vise à vulgariser les bonnes pratiques ayant contribué au développement rapide de cette nation. Une initiative à laquelle le Bénin a adhéré pour asseoir son développement économique. De quoi retourne l'initiative de la ceinture et la route et comment le Bénin peut-il en tirer profit? Igor Ayoso, Ulvaeus Balogun. Une coopération gagnant-gagnant basée sur une communauté de destin commun pour l'humanité est définie comme un nouveau système mondial d'interdépendance. Telle est l'ambition de l'initiative de la ceinture et la route auquel le Bénin a adhéré en juin 2019. Nos amis africains connaissent certainement ce mot, la communauté de destin. Cette unité lancée par la Chine mais aussi partagée par nos amis africains. Nous sommes dans un village, le monde est devenu un village, donc notre destin sont liés. Il faut construire ensemble cette communauté de destin. Cette idée est partagée par tous les pays africains et par la plupart du monde entier. Alors cette union, ce n'est pas seulement pour s'asseoir et se discuter, c'est pour collaborer, c'est pour réaliser le développement économique et social de chaque pays. Parce que chaque pays a sa spécialité, a ses avantages, mais aussi a ses points faibles. Donc, dans cette coopération internationale, on peut conjuguer les efforts. Face à cette opportunité, le Bénin se positionne pour bénéficier de ce nouveau mécanisme de financement. Et les enjeux sont clairs. Déjà, que les cadres béninois, à divers niveaux, mais particulièrement au ministère en charge des Affaires étrangères de la coopération et ceux en charge du développement et du plan, mais également le ministère de l'économie et des finances, que les cadres de ces trois ministères, également des secteurs, maîtrisent le concept même
de la ceinture et de la route. Maîtrise l'enveloppe, mais maîtrise également le contenu. La deuxième condition qui me semble également être une condition importante, c'est que le Bénin puisse définir, puisse élaborer des projets qui soient éligibles justement à cette initiative. Cela voudrait dire que ces projets-là doivent partir des besoins de notre pays, mais également répondre aux exigences de cette initiative importante. Avec l'initiative de la ceinture et la route, il s'agit pour le Bénin de renforcer la synergie d'action en matière de développement des projets de coopération. C'est également l'occasion pour le Bénin de tirer profit des projets à grand impact socio-économique qui porteront la marque de l'amitié entre la Chine et le Bénin. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci. Le dernier plateau ici ce soir, c'est Nature et Bien-être. Nature et bien-être, un spécial numéro. En tout cas, on va toucher à un sujet qui fait actuellement l'actualité. Je me permets de me répéter, actuellement l'actualité. Bonsoir. Yasmine Damata. Bonsoir Karamata Agbataou. Comment ça va? La pleine forme toujours. Alors, avec vous, c'est vrai qu'on devrait parler de notre sujet, mais il paraît que le carnet de santé pour les enfants, c'est très important, justement. On aura certainement une voix plus indiquée pour nous montrer de A à Z en quoi est-ce que c'est si important que ça, que d'avoir un nouveau carnet de santé. Mais déjà, est-ce que vous qui êtes en contact avec ces médecins, ces spécialistes de la santé, vous avez certainement pu recueillir quelques petites informations. C'est quoi ce nouveau carnet de santé en réalité? Déjà, le nouveau carnet de santé, déjà, c'est quoi le carnet de santé pour l'enfant? Oui, c'est quoi? Dites-nous. Le carnet de santé, déjà, pour l'enfant, c'est un document qui contient toutes les informations possibles sur la santé de l'enfant, sur la santé de ses parents, pour... Ça suit, c'est comme le livre de vie de l'enfant. Ça renseigne mieux sur l'enfant pour qu'on puisse l'accompagner, le pédiatre puisse l'accompagner, le médecin généraliste puisse l'accompagner, ou peu importe le lieu où il est, qu'on puisse l'accompagner pour lui donner des soins. Voilà, à peu près. Maintenant, aujourd'hui, comme vous l'avez bien constaté, on a un nouveau carnet au Bénin. Ce carnet, déjà, c'est à 250 francs. C'est déjà loué par les uns et les autres, qu'on ait déjà un carnet propre à nous au Bénin, que tout le monde utilise. C'est un carnet unique pour tous les Béninois. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y avait donc un ancien qui existait et que désormais il ne sera plus en vigueur, il n'est plus valable aujourd'hui. C'est un nouveau carnet. Est-ce qu'on l'a déjà? Comment est-ce qu'il se présente? Je voudrais bien voir. Je crois bien le Rialo va nous envoyer les images. Je veux bien voir un peu à quoi est-ce que ça ressemble. C'est un carnet avec des enfants dessus. Hein. Et c'était bien écrit, carnet de santé de l'enfant. D'accord. Donc c'est un carnet qui... C'est ça ce carnet-là? C'est bien ce carnet. C'est le nouveau carnet de nos enfants. L'enfant. Voilà. Et c'est écrit carnet de santé de l'enfant. Voilà. Et cet enfant, c'est de quel âge jusqu'à quel âge? C'est de 0 à 13 ans, voire 16 ans. Voilà, l'enfant bénéficie de ce carnet jusqu'à l'âge de 16 ans. Et ça renseigne sur sa santé, quand est-ce qu'il doit faire ses vaccinations, les différentes vaccinations qu'il doit faire, ce qui est important, tout est dans le carnet de l'enfant. Même les maladies héréditaires que les parents ont, c'est dans ce carnet pour pouvoir toujours accompagner l'enfant. C'est déjà un effort. Pas pour accompagner, mais pour mieux accompagner sanitairement l'enfant. En quoi est-ce que ce carnet-là diffère de l'ancien? Quelles sont ses spécificités? Bon, déjà, je ne pourrais pas donner toutes les spécificités de ce carnet. Et juste qu'il faut retenir qu'avant, chacun avait son carnet. On avait différents types de carnets. Il y avait les petits carnets qu'on donnait dans les centres publics, dans les centres privés. Il y avait chaque clinique avec ses carnets. Mais aujourd'hui, privé, clinique, public, on a donc ce sera ce carnet-là pour tous les centres, pour tous les centres, aussi bien privés comme publics. Voilà. Donc c'est déjà ça. Déjà, on sait que si tu es dans le privé, tu as ton carnet. Quand tu viens dans le public, c'est le même carnet que tu utilises. Et c'est en vigueur depuis le 1er juillet, vous me le disiez tout à l'heure. Oui.
Et c'est bien déjà effectif dans les centres de santé, déjà au CNHU. On l'a constaté à l'hôpital de Ménotin. C'est pareil également. Donc, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Les mamans peuvent déjà aller vacciner leur enfant, changer de carnet, prendre le nouveau carnet. C'est l'idéal même pour elles. Et que selon vous, en tant que spécialiste, l'une des spécialistes santé de BB24, en quoi est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau, de bien? C'est vrai qu'il y a toutes ces informations. Dans les autres carnets de l'enfant, on n'a pas, le carnet de vaccination était à part. On avait un carnet qu'on achetait qui nous était offert, qui était à part. Mais aujourd'hui, dans le même carnet, vous avez le carnet de vaccination, vous avez le carnet, tout le suivi de l'enfant, la croissance de l'enfant, tout est dans le carnet. Le seul carnet pour donc c'est le seul carnet qui remplace les 1000 qu'on traînait à l'époque. Voilà. Avant, on pouvait perdre l'autre carnet. Et reprendre un autre ailleurs. Avec ça, c'est le seul, vous mettez dans votre sac, le sac de l'enfant, tout le temps, même quand il va à l'école. Après 13 ans, c'est fini? 13 ans, voire 16 ans, c'est fini. D'accord. Voilà. Mais que deviennent les gens, oui, après 16 ans, après ça dit qu'on continue avec notre ancienne habitude, avec 10 000 carnets, vous vous retrouvez avec... Les centres de santé, nous donnons un carnet pour l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Voilà, il utilise son carnet comme il veut. Mais de 0 à 16 ans, il a son carnet, comme on le dit, carnet de l'enfant. Il a son carnet qui traîne tout au long et qui n'aura pas à perdre et qui contient toutes les informations possibles sur sa santé pour mieux l'accompagner pour sa guérison. Voilà pour ce qui est donc du nouveau carnet de santé pour un meilleur suivi de l'enfant. Mais là, vous m'avez dit que c'est mieux qu'il y ait quand même un spécialiste de santé, un pédiatre de préférence, qui puisse nous dire en quoi est-ce que ce carnet médicalement, sanitairement, apporte un plus à l'enfant. Déjà, vous nous avez fait comprendre que désormais, c'est le seul qui remplace les 10 000 entre griffes. C'est juste pour rigoler que je le dis, parce qu'on se retrouve, retrouvait avec 5, 10 dans son armoire, dans sa garde-robe ou dans sa petite trousse. Vous vous retrouvez, mais c'est le carnet de tel hôpital, tel carnet quand j'étais allée en consultation ici, mais désormais pour les enfants donc de 0 à 16 ans, maxi, ce sera un carnet qu'il pourra donc amener un peu partout. Mais si éventuellement on perdait ce carnet, qu'est-ce qu'on fait? Si on perd le carnet, l'idéal serait de se retourner vers le même centre de santé. Si déjà on n'est pas à Nati Tengu et que c'est toujours Cotonou qu'on est ou dans la même zone, c'est mieux de retourner au centre de santé, signaler, prendre un nouveau carnet pour que le médecin ou celle qui vous suit pour le soin, le pédiatre, puisse remettre encore les informations de ce nouveau carnet pour vous, pour que l'enfant puisse continuer ses soins. Déjà, il faut qu'on ajoute également que ce carnet, c'est pas délivré, on ne peut pas l'acheter n'importe où. C'est dans un centre de santé qu'on l'achète. C'est soit à la naissance du bébé, on donne le carnet, la maman achète le carnet en même temps, ou c'est quand elle veut vacciner son enfant qu'elle va au centre de santé et celle qui se charge de distribuer ou de vacciner les enfants lui donne son carnet, le carnet de santé de l'enfant, voilà à peu près. À moins que vous ayez d'autres informations, je vais vous dire merci simplement. Est-ce qu'un pédiatre reviendra sur le sujet, oui ou non? C'est à vous de donner rendez-vous à nos amis téléspectateurs. La semaine prochaine, sûrement, le mercredi, on sera avec un spécialiste. D'accord. Voilà. Pour nous en dire beaucoup plus. En tout cas, on aura eu quand même quelques bribes informations que je tiens à dire ici, quand même très utiles à nos amis téléspectateurs du grand rendez-vous qu'il y a désormais un carnet de santé. On sait tous que les parents, c'est beaucoup plus les mamans qui s'occupent de ça. Donc, chère maman, si vous n'avez pas encore ce nouveau carnet de santé pour votre enfant qui n'a pas encore excédé les 16 ans, vous courez rapidement vers le premier centre de santé, vous faites délivrer ou bien vous achetez, ça ne coûte pas grand-chose, ce nouveau carnet santé pour votre enfant. Yasmine Damata, merci beaucoup. Merci Karamata Bato. Amis téléspectateurs, bonsoir. Voilà, c'est terminé pour le grand rendez-vous de ce jour. Je vous rappelle que le monde aujourd'hui a célébré la journée mondiale, la journée de la population, où on a célébré les populations pour faire simple. Alors, on a fini les plateaux. Qu'est-ce qu'on fait? Avant de se dire à demain, on va revenir sur la météo. Merci au passage à nos collègues monteurs.
Les rideaux du grand rendez-vous de ce jour tombent ainsi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, c'est tant mieux. Les rubriques, les différentes, en tout cas, reviennent le lendemain, toujours sur votre chaîne de télévision, Bénin Business 24. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à partager ces moments de télévision avec vous. Passez de très bons moments. Soyez toujours en joie. Et je vous retrouve demain si tout va bien. Belle soirée. Au revoir.